Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases sur comment trouver des missions freelance en 2026 dans les domaines de la tech et de l'industrie, comment est structuré ce genre de marché, quelles sont les méthodes, les différentes méthodes pour accéder aux différentes missions et les pièges à éviter. Alors, je vous fais cette vidéo en live, hein, sans préparation, sans script, de façon spontanée. Je ne sais pas du tout combien de temps va prendre la vidéo. En tout cas, elle contiendra tout ce que vous avez besoin de savoir et après, il faudra approfondir au fur et à mesure. On va commencer dans un premier temps par les différentes typologies de clients qu'on peut avoir dans un marché freelancing de type tech et industrie. Alors moi, je distingue vraiment deux types de marchés, hein. Le marché grand groupe et ce que j'appelle le marché de la contractualisation en direct. Donc le marché grand groupe, c'est le marché qui est le plus utilisé par les freelances. C'est un marché où il faut passer par un intermédiaire. Un intermédiaire, c'est quoi? C'est une ESN, c'est une agence, c'est un recruteur indépendant, peu importe. Ok. Dans ce type de marché, on aura surtout des missions longues pour un seul client, en régie, selon les conditions remote ou non du client. Hein, c'est-à-dire, vous devez venir 2 jours par semaine, et puis le reste, vous pouvez le faire à la maison. Ok. Bon, il faut passer par un intermédiaire. Pourquoi? Parce que il y a des processus de référencement achat dans les départements achats de ce grand groupe. Ce processus de référencement achat, il y a un certain nombre de critères pour pouvoir bosser en direct avec le grand groupe. Et ce genre de critères, qui sont des critères financiers, etc., etc., sont en général hors de portée d'un freelance isolé. Ok. Il est possible de contractualiser en direct avec un grand groupe. C'est possible. Il faut obtenir une dérogation à ce processus de référencement achat. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Et en général, franchement, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Et d'ailleurs, ce processus de référencement achat, on a toujours l'impression que c'est un truc qui a été fait contre les freelances. Non, non, c'est juste qu'une entreprise, quand elle grossit et qu'elle achète régulièrement de la prestation intellectuelle à l'extérieur, et au fur et à mesure qu'elle grossit, elle va devoir au bout d'un moment rationaliser tout ça, rationaliser les coûts, se protéger aussi des risques juridiques qu'il peut y avoir dans tout ce qui va concerner par exemple le délit de marchandage, etc. Et aussi parce que si elle achète beaucoup de prestats intellectuels, il faut qu'on puisse lui amener les bonnes ressources, les bonnes personnes. Et c'est vrai que, en particulier les ESN, elles sont redoutables pour trouver les bonnes ressources sur un marché. Voilà pourquoi, au bout d'un moment, les grands groupes travaillent avec un certain nombre de boîtes qui sont référencées avec eux. Et pour la petite histoire, il existe aussi maintenant, depuis quelques années, des processus de référencement achat spécifiques pour les plateformes. C'est des processus à part, tout ce qui est Malte, etc. Je crois que le Hibou le fait également, est référencé dans un certain nombre de grands groupes. Donc c'est des référencements un peu à part. Donc ça, c'est le marché grand groupe. Et après, on a le marché de ce que j'appelle la contractualisation directe, c'est-à-dire l'ensemble des boîtes où il est possible de signer en direct sans intermédiaire. Donc ça va concerner les TPE, ça va concerner les startups, ça va concerner les PME, ça va concerner aussi certaines ETI. Dans ce marché, tout est possible. Vous pouvez vendre en régie, au forfait, à temps partiel, à temps complet, tout est possible. Mais c'est un marché qui est plus difficile d'accès que le premier. Ok. La majorité des freelances vont être sur le premier marché. Ce premier marché, il est naturellement plus concurrentiel parce que il est plus facile d'accès. Les intermédiaires, c'est comme si vous passiez sur un processus salarié classique. Les intermédiaires vont faire le travail de prospection, de trouver des clients pour vous. Et donc forcément, c'est le marché qui sera préféré en base par les freelances, en tout cas au début. Et je dis que c'est un marché de commodité. Pourquoi? Pour une raison qui est extrêmement simple. Vous avez remarqué que les grands groupes, en général, ils vont poster des fiches de mission. Ces fiches de mission, c'est en fait un set, un enchaînement de compétences qu'ils recherchent. Ok. Donc comment est-ce qu'ils vont faire je grossis volontairement le trait, pour séparer un freelance A, un freelance B? C'est est-ce que tu as les bonnes compétences? Est-ce que tu as le bon niveau d'expérience? Et après, je prends le moins cher. J'exagère volontairement. Donc c'est un marché de commodité. C'est vrai que c'est pas facile de se différencier sur ce type de marché. Et là, on est en 2026, mais ça a déjà commencé en 2025, en 2024. Comme le marché se rétracte, comme il y a de l'incertitude partout, économique, etc., les profils juniors en particulier sont extrêmement touchés et ont beaucoup plus de mal à trouver des missions que ce qu'il y a pu y avoir entre 2020 et puis 2022. Et on a le second type de marché, donc le marché de la contractualisation directe, qui est un marché qui est très peu adressé aujourd'hui, mais qui est extrêmement prolifique. Il est peu adressé pour une raison qui est extrêmement simple, c'est qu'il est plus difficile d'accès.
Il faut apprendre, donc la contractualisation directe, c'est qu'on va, par exemple, rentrer en contact avec des CTO, des DSI, etc., directement pour aller vendre nos services sans intermédiaire. Donc ça, il faut apprendre à le faire, il faut apprendre à créer des offres, il faut apprendre à prospecter, il faut apprendre à vendre, tout ça sans intermédiaire. Et pour la petite histoire, en général, les gens qui arrivent à contractualiser en direct et à le faire régulièrement, ils ont beaucoup plus de respect pour les intermédiaires. Parce que bien évidemment, un intermédiaire qui prend sa commission, on se dit toujours, mais super, il va prendre, allez, en règle générale, entre 15 et 20%. Oh là là, mais il prend 15 et 20%, mais il envoie juste enfin, j'envoie juste une facture et il traite une facture à la fin du mois et puis c'est tout. Ça fait quand même cher payé. Ouais, mais il fait tout le travail derrière. Et quand on apprend à contractualiser en direct, on se rend compte que c'est vraiment un gros boulot et justement, si on apprend à contractualiser en direct auprès de startups, de PME, de TPE et puis de certaines ETI, c'est qu'on pas encore de process de référencement achat trop solide, eh ben c'est un vrai marché de différenciation. Ça l'était en 2025, ça l'était en 2024, ça l'est encore en 2026. C'est d'ailleurs ma spécialité, hein. C'est ce que j'apprends moi aux freelances à faire, à aller vendre leurs propres offres à ce genre d'entreprise en direct. Comme ça, ils ont accès à plus de variété de prestations. Ils peuvent vendre à temps partiel, ils peuvent vendre à temps complet, en forfait, en régie. Vraiment, il y a tout qui est possible. Mais il faut apprendre à le faire. On n'a rien sans rien. Le deuxième point, c'est comment on fait pour trouver des missions. C'est quoi les différentes méthodes? C'est quoi les différents canaux? Là, je vous ai montré juste les principaux canaux. Donc, les plateformes de mission, vous connaissez déjà. Il y a 1 milliard de plateformes de mission. Il y a des plateformes généralistes. Il y a des plateformes qui sont plus spécifiques à certains domaines, etc. Vous les connaissez déjà. Après, il y a tout ce qui va concerner la prospection. Donc, prospection, c'est l'art de rentrer en contact euh, par écrit ou à l'oral, par des calls, peu importe, avec des ESN, par exemple des business managers, des commerciaux d'ESN. Ça peut être directement des décisionnaires d'entreprise, donc tout ce qui va concerner des CTO, des DSI, des head-off, etc. On en parle juste derrière. Ça peut être aussi de prospecter des apporteurs d'affaires freelance, hein. Il y a maintenant des gens, des freelances, qui ont aussi une activité d'apporteur d'affaires, donc qui vont apporter des missions à d'autres freelances. Voilà. On peut prospecter pas mal de monde, et cette capacité à prospecter, cet art de prospecter, c'est devenu primordial depuis 2023-2024. Il y a la création de contenu. La création de contenu, donc par exemple sur LinkedIn, le fait de faire des posts, etc., etc. La création de contenu, le gros problème que moi je vois depuis quelques années, et en particulier depuis 2025, c'est que la majorité des freelances, malgré la bonne intention qu'ils ont de créer du contenu pour se différencier des autres freelances et pour attirer euh, des gens en B2B, des décideurs en B2B, c'est qu'ils ont tendance à prendre des méthodes de création de contenu qui sont plutôt orientées pour faire du B2C ou du B2 freelance ou B2 solopreneur et ils l'appliquent au B2B. La problématique, c'est que la psychologie des acheteurs de type B2C ou B2 solopreneur, etc., n'est pas la même que la psychologie des acheteurs B2B, décideurs tech, etc. Donc en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent beaucoup de contenu, ça leur apporte rien. Bon, ils ont des likes et des commentaires de la part de pairs, c'est déjà bien, mais il n'y a jamais aucune opportunité business qui se déclenche. D'ailleurs, moi, je travaille beaucoup avec les freelances dans le cadre de mon programme, cette création de contenu qui est vraiment orientée B2B, et ça fonctionne plutôt bien, mais il faut la faire d'une façon un peu spécifique. Et ensuite, il y a tout ce qui est rencontre en physique, c'est quelque chose qui vous plaît. La rencontre en physique, il est évident que c'est plus puissant que tout. On voit les gens directement, mais bon, ça nécessite de se déplacer, etc. Mais si c'est un truc sur lequel vous êtes à l'aise, je vous conseille carrément de le faire. Il y a quelque chose de très très important à comprendre. Tout ce que je vous ai expliqué, les plateformes, la prospection, la création de contenu, tout ça, ça marche. Tous ces canaux, toutes ces méthodes, elles fonctionnent. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, vous pouvez d'ailleurs même les combiner. Mais il y a deux choses très importantes à comprendre. Dans un premier temps, plus le canal ou la méthode que vous utilisez est facile à utiliser, plus il y aura de concurrence. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que si vous prenez une méthode donnée, par exemple les plateformes ou par exemple la prospection, plus c'est utilisé de la même façon que vous, moins ça va marcher. Okay. Donc déjà, on a souvent on peut lire des articles ou quand on parle avec des freelances, on se dit toujours, mais c'est quoi la meilleure méthode? Est-ce qu'il y a une méthode qui est mieux qu'une autre pour prospecter? Non, il n'y en a pas une, mais par contre, il faut garder ça en tête. Plus c'est facile à utiliser, plus il y a de concurrence, ça fait référence au concept de barrière à l'entrée. Plus la barrière à l'entrée est faible, plus les gens vont l'utiliser, plus il y aura
un volume important de gens qui vont l'utiliser, et donc mécaniquement, plus il y aura de concurrence. C'est pas de la magie. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la prospection, il y a assez peu de gens qui le font de façon qualitative? C'est parce qu'il faut apprendre à le faire et qu'il faut avoir la discipline de le faire régulièrement, tout simplement. Donc il y a moins de concurrence sur de la contractualisation directe quand il faut aller tacler du CTO ou du DSI de façon qualitative, tout simplement. Hein, c'est pas de la magie. Et plus c'est utilisé de la même façon que vous, moins ça marche. On prend les plateformes. Dans l'absolu, les plateformes, il y a deux façons de les utiliser. Soit on arrive, par exemple, sur Malte, on prend Malte parce que c'est pas mal utilisé, et on l'utilise Malte de la façon classique. On crée un compte, etc., en remplissant le profil, de façon assez classique, de façon assez naturelle, etc., comme 99% des gens. Ou alors, on utilise Malte, mais on apprend des techniques d'optimisation de profil pour ressortir en priorité sur les réseaux de recherche, etc. Voilà. Donc c'est le même canal, mais il y a deux façons d'utiliser. Première façon, comme la majorité des gens, et une deuxième façon, on va se différencier en optimisant ce canal en particulier ou cette méthode. Okay. Donc ça, c'est valable pour absolument tout. La meilleure façon, c'est de pouvoir mixer un petit peu tout, voilà. Mais dans tous les cas, si vous avez une méthode en particulier, devenez meilleur que la grande majorité des gens sur cette méthode, sinon, bah, ça ne marchera pas très bien. Le troisième point, c'est sur la dichotomie entre ce qu'on appelle le marché visible et le marché caché. C'est extrêmement simple. Marché visible, c'est tout ce que vous pouvez voir en termes de mission, et le marché caché, ce que vous pouvez pas voir. Il y a une analogie qui est très classique sur le marché visible, marché caché, c'est l'analogie avec les agences immobilières pour des biens immobiliers, maisons, appartements, peu importe. Ce que vous voyez sur la devanture des agences immobilières, sur la vitrine des agences immobilières, c'est le marché visible. Tout le monde le voit. Hein. Et ce qu'il y a sur le marché caché, bah, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. Et la grande majorité des missions n'atterrissent jamais sur le marché visible. Elles n'atterrissent jamais sur les devantures des agences immobilières. Donc vous, pour les missions freelance, tout ce que vous voyez sur Internet, ça peut être sur des job boards, des plateformes, sur des posts LinkedIn, tout ça, que vous voyez, c'est les missions du marché visible. Et toutes les missions que vous ne voyez pas, qui représentent la majorité des missions sur le marché, c'est ce qu'on appelle le marché caché des missions freelance. Okay. Le marché caché des missions freelance, on l'obtient avec de la prospection, avec de la création de contenu, en allant discuter avec des recruteurs, des décideurs, etc. etc. Okay. Ce qu'il faut bien comprendre par contre, c'est que la grande majorité des opportunités disponibles sur votre marché, elles ne sont même pas formalisées sous forme de mission. Okay. Ça, c'est très important à le comprendre. Et moi, c'est ce que j'ai appelé le deep market. Le deep market, ça représente la plus grosse partie des opportunités business disponibles pour un freelance qui est tech ou un freelance qui est dans l'industrie. Et ça, il faut vraiment apprendre à le faire. Donc, si vous êtes au niveau entre guillemets zéro, vous avez plutôt accès aux missions du marché visible. C'est entre guillemets le niveau zéro. Si vous avez appris à prospecter un petit peu, à créer du réseau, à créer peut-être un peu de contenu utile, propre et compagnie, vous allez commencer à avoir accès aux missions du marché caché. Donc des besoins déjà formalisés, mais qui n'ont pas encore été mis sur Internet. Donc moins de concurrence. Et ça, c'est génial. Quand vous commencez à arriver là, c'est quand même un super saut par rapport à la majorité des freelances. Et le next step, et ça c'est ce que j'apprends aux freelances de mon programme d'accompagnement, c'est d'aller chercher les besoins du marché caché. Hein, on va même pas chercher des missions, parce qu'on sait que la majorité des besoins ne sont même pas sous forme de mission. On va chercher des besoins par de la prospection, par de la création de contenu, etc. Et on fait derrière des propositions commerciales. On va aller tacler le deep market. Ensuite, le quatrième point sur la difficulté d'accès aux prospects. C'est vrai que quand on parle par exemple de prospection, donc le fait d'envoyer des messages, tout ça, on se dit de toute façon la prospection c'est pareil pour peu importe qui je veux prospecter. C'est complètement faux, mais vraiment c'est complètement faux. Ok. Euh, un business manager d'une ESN, un commercial d'une ESN, c'est beaucoup 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 plus simple à prospecter qu'un CTO. Il faut bien le comprendre. Ce sont tous les deux des êtres humains, ils ont a priori tous les deux bras, deux jambes, mais ils ne sont pas sollicités de la même façon et ils n'ont pas le même intérêt à discuter avec vous. Ok. J'ai mis ici un petit ordre croissant de difficulté. Les plus simples à prospecter, parce qu'ils peuvent aussi vous apporter des missions, c'est les gens comme vous, c'est vos pairs. Vous êtes chef de projet, allez prospecter des chefs de projet freelance. Okay. C'est sûrement des gens qui reçoivent régulièrement des missions, et ensuite, ils peuvent potentiellement vous donner ces missions gratuitement ou en échange d'une commission au passage. Ensuite, juste au-dessus, un petit peu plus difficile, c'est les intermédiaires. Les commerciaux de SN, par exemple, les business managers,
les recruteurs indépendants, etc. Euh, Notamment les ESN, c'est assez simple à prospecter, hein, les business managers et tout, parce qu'ils ont un intérêt à discuter avec vous, ne serait-ce que pour récupérer votre CV. Ok. D'ailleurs, à l'époque où j'aidais aussi les freelances à trouver des missions grands groupes à travers des intermédiaires, pour des gens qui avaient plus de 5 ans d'expérience, je leur disais, sur 10 messages que vous envoyez à un business manager, vous devez avoir grand minimum 3 réponses, et vous devez avoir grand minimum 2-3 calls. Ok. Si vous arrivez à avoir ces stats avec des CTO, des DSI, vous êtes très 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 bien. Pour un intermédiaire, c'est normal. Vous devez avoir ça. Ok. Ensuite, vous avez tout ce qui est head of, donc head of data, ça peut être des head of marketing, des head of sales, etc. Ça dépend du positionnement que vous avez, du problème que vous résolvez. Euh, Petit aparté dessus, les head of data, c'est des décideurs qui se prospectent plutôt bien. C'est vrai qu'ils se prospectent plutôt bien si on s'y prend bien. Pour la petite anecdote, j'ai eu un freelance une fois qui avait réussi à avoir un mercredi, il avait réussi à avoir un head of data en call, et le vendredi, il avait eu une head of data qui se trouve être l'épouse du head of data qu'il a eu mercredi. Donc ça, c'était un peu l'anecdote un peu drôle, mais les head of data, c'est des prospects qu'on arrive plutôt bien à accrocher. Après, on a tout ce qui est CTO et DSI. Alors, les CTO et les DSI, on rentre dans le dur. Ce sont des gens qui sont énormément prospectés par tout et n'importe quoi, des boîtes qui vendent des produits, par des intermédiaires, par-ci, par-ça. Et, et j'ai eu une petite anecdote d'un freelance il n'y a pas longtemps qui m'avait dit, bon, avant qu'il rejoigne le programme d'accompagnement, qui m'avait dit qu'il avait prospecté un CTO une fois et que ce CTO lui avait répondu quelque chose, donc il était content, super, j'ai une réponse d'un CTO. Et en fait, c'était une réponse automatique sur LinkedIn en disant nous n'avons pas de besoin actuellement. Donc il y a des CTO, ils prennent même plus la peine de répondre tellement ils sont harcelés de messages. Voilà. Donc le gros sujet en 2026, c'est vraiment la pertinence des messages de prospection pour aller tacler des head-off, des CTO, des DSI, et puis Michael Jackson, parce que je suis un grand fan euh, de ce genre de prospect. C'est très très important de faire un maximum d'efforts sur la personnalisation, la pertinence, un positionnement, j'aime bien dire taillé au couteau, arrivé au bon moment, etc., etc. Surtout que maintenant, il y a beaucoup, avec l'arrivée des LLM, etc., beaucoup plus de gens prospectent, donc les prospects reçoivent beaucoup plus de messages, et les prospects, ils regardent même plus leurs messages, ou ils scrollent très rapidement, etc. Donc il y a vraiment un effort à faire de ce côté-là. Pour tout ce qui est CEO, alors l'expérience que j'ai avec les gens que j'accompagne, les CEO, ça se prospecte bien, on arrive à avoir des réponses jusqu'à, allez, 300, 400 personnes dans la boîte. Franchement, au-delà, ça commence à être un peu dur. Ça commence à piquer un petit peu, ça commence à être un peu gros, ok. Mais si, par exemple, vous allez prospecter des CEO de personnes, de boîtes de moins de 50 personnes, ça se prospecte très bien. Euh, des fondateurs de start-up early stage, ça se prospecte très bien. Ok. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas, c'est pas tous les prospects sont pareils. Il y a une granularité, il faut rentrer en détail. Donc ça vous donne un ordre de grandeur de la difficulté d'accès à ces prospects selon ce que vous visez vous. Donc il est évident que quand on cherche une mission longue et qu'on va prospecter des intermédiaires, on est dans la partie des prospects qui sont simples à prospecter. Voilà. C'est pour ça que je dis que quand on se lance en freelance, il vaut mieux commencer par une mission longue à travers un intermédiaire parce que ce sont des prospects plus simples à prospecter. Alors comment on fait pour se différencier en 2026? C'était 2025, c'était un poste de l'année dernière. Donc on va reprendre les deux types de marchés qu'on a vus tout au début, le marché grand groupe et le marché de la contractualisation en direct. Le marché grand groupe, je vous rappelle, c'est un marché qui est basé sur les compétences. Ok. C'est comme ça que les intermédiaires vont vous rechercher. Ils vont, si je dois exagérer, mais j'exagère même pas en disant ça, ils vont aller faire des combinatoires de compétences. C'est tout. Ok. Donc le plus important, ça va être de connaître les compétences qui sont bankable ou les combinaisons de compétences qui sont bankable. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur comment trouver des missions grands groupes, une vidéo qui doit durer 20 minutes. Si jamais, si c'est un sujet qui vous intéresse, envoyez-moi un petit message sur LinkedIn et puis je vous enverrai cette vidéo. Et sur un marché de type startup PME, qui est le marché sur lequel j'aide des freelances expérimentés de plus de 10 ans d'expérience à vendre leurs services à ce genre de cible, là, il faut vraiment bosser son positionnement, bosser sa proposition de valeur en résolvant un problème très spécifique pour une cible très spécifique et résoudre un problème qu'on appelle communément dur, douloureux, urgent
reconnu. Ça se travaille. C'est ce que je fais tous les jours avec les personnes que j'accompagne. Mais c'est primordial parce que ce positionnement va être le socle derrière de la stratégie de prospection, de la stratégie de contenu et de la stratégie de vente. Avec un positionnement claqué et un problème qui est claqué, la prospection, la création de contenu et la vente vont être ultra poussifs et c'est pas ce que vous voulez. Mais ça se fait très bien hein, quand on sait comment faire. Ensuite, sur les méthodes, justement, pour trouver des missions, on parle souvent de prospection ou création de contenu. Je dois faire quoi? Je dois faire l'un ou je dois faire les deux? Les deux se complètent. Ok, une fois de plus, je parle de prospection B2B et création de contenu B2B. Ok, ça, c'est important. Parce que malheureusement, hein, et puis je le déplore, malgré une fois de plus la bonne intention, beaucoup de freelances font de la prospection B2B et de la création de contenu B2C. Donc ça ne marche pas. Pour moi, c'est très simple. La création de contenu, elle n'est pas là pour attirer les prospects. Elle n'est pas là pour que des décideurs tech viennent vous voir en MP après avoir vu votre poste. Si ça arrive, tant mieux, c'est vraiment du bonus. Mais elle n'est pas là pour ça. La création de contenu sert à une seule chose. Elle sert à faciliter la prospection. Ok. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, quand on va rajouter des décideurs à notre réseau sur LinkedIn, on ne va pas les contacter tout de suite. On va les laisser s'exposer à nos contenus qui seront des contenus de qualité B2B pour ensuite aller les prospecter une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Une fois qu'ils auront vu certains de nos posts, ça facilitera la réponse à nos messages de prospection. On peut les contacter directement après les avoir ajoutés si on a compris leur contexte et qu'on arrive au bon moment. Donc ça, c'est ce que je vois avec les personnes que j'accompagne. Ça dépend un peu de leur positionnement, etc. Mais si on a des raisons de les contacter tout de suite, on fait un message de prospection très contextuel et il y a de grandes chances que ça marche. Bon, et ça, c'est plus un avis personnel. Si vous deviez choisir entre prospection et création de contenu, moi, je partirais sur la prospection, clairement. Surtout pour des décisionnaires tech. Cet avis n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Mais si vous devez passer 1 heure et vous devez choisir entre les deux, partez sur la prospection. Après, sur les façons de vendre ces prestations, on a le forfait. Donc, le forfait, c'est un engagement de résultat. On va faire payer à notre client un préfixe. Et puis, la régie. Donc un engagement de moyens où on est payé suivant un TJM, de journalier moyen. En règle générale, tout ce qui est grand groupe, où chaque fois que vous passez par un intermédiaire, vous allez faire de la régie. Okay. Et tout ce qui est start-up, PME, ETI, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez tout proposer, du forfait, de la régie, peu importe. Okay. Les grands groupes et tout ce qui est régie, si je devais vous donner un ordre de grandeur sur les TJM qui existent, qui représentent peut-être 80% des TJM, c'est des moyennes de moyenne, je dirais qu'en 2026, plus de 80% des TJM sont entre 350 et 700 euros par jour. C'est vraiment une moyenne. Voilà. En dessous de 350, 300, très franchement, bon, faut se poser la question de faire du freelancing, surtout dans la tech et dans l'industrie. Après, il faut voir par rapport au salaire que vous pourriez toucher par rapport à ça. Et quand vous commencez à être au-dessus de 700, vous êtes quand même plutôt bien. Surtout si vous êtes en dehors de la région parisienne, vous êtes quand même très bien. Et après, on arrive même au stade des managers de transition, qui sont des gens qui peuvent facturer à plus de 1000 euros de TJM. Ça peut aller à 1500, etc., etc. Tout est possible. Mais les startups PME ETI, vraiment, là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. La régie, en général, pour les grands groupes, ça va être, tu viens 2 jours en présentiel, 3 jours, c'est du remote, et puis la mission est déjà packagée, tu fais ça, et puis c'est tout. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression d'être un peu une ressource interchangeable quand on fait de la régie grand groupe à travers un intermédiaire, et que quand on commence à expérimenter, on en a marre d'évoluer sur des missions déjà cadrées, et on a envie d'intervenir plus tôt dans le besoin, pour peser sur la solution qui va arriver derrière, proposer nos propres offres de services, etc. etc. Bah là, il faut plutôt aller tacler les startups, les PME, les ETI, en ayant bossé sur des offres de services au préalable, et en apprenant la prospection, en apprenant la création de contenu et en rentrant en contact avec ce genre de décideurs. Petite parenthèse sur le forfait, j'ai fait aussi une vidéo spécifique sur le forfait, si vous la voulez, je peux vous l'envoyer. Il y a une règle d'or à connaître. Sur le forfait, tout est forfaitisable. Toutes les prestations sont forfaitisables, mais tout ne devrait pas être forfaitisé. Le forfait, c'est super, mais il y a un certain nombre de situations où vous allez vous casser les dents si vous partez sur du forfait. Une fois de plus, si vous avez besoin de la vidéo, je peux vous l'envoyer. Et enfin, les 4 cadrans du framework urgence maturité, ça c'est un framework que j'ai mis en place et qui est
plus spécifique aux freelances expérimentés qui veulent vendre leurs offres en direct à des startups, à des PME, à des ETI. Parce qu'ils vont devoir comprendre le concept de pipeline d'opportunités. Et j'ai mis en place un framework qui s'appelle Urgence Maturité pour venir mapper les différents types d'opportunités sur un marché en fonction de deux axes qui sont l'urgence et la maturité. Ça, c'est une vidéo qu'il y a sur mon profil LinkedIn. Quand vous cliquez dessus, il y a un petit lien qui s'appelle Tu es freelance expérimenté. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une vidéo qui doit faire, je sais pas, une demi-heure. Euh, et là-dedans, je parle de ce framework urgence maturité qui va vous ouvrir les yeux si vous voulez apprendre à vendre vos offres en direct. Donc la contractualisation en direct. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps a pris la vidéo. Si vous arrivez à internaliser tout ça, c'est le plus important dans votre recherche de mission de façon générale. Après, bien évidemment, chacun de ces points, on peut y passer plusieurs heures, plusieurs heures. Et ça, vous avez vraiment la base, le socle pour comprendre comment fonctionne le marché freelance en tech et en industrie, et les différentes méthodes et les pièges à éviter. Voilà, à très bientôt.